il faut remonter jusqu'à la domestication pour vraiment comprendre d'où viennent les variétés et aussi le rôle de chacun, le rôle du paysan et pourquoi, comment les agriculteurs d'aujourd'hui, pourquoi c'est légitime, c'est possible qu'ils se réapproprient la section des variétés. Les aspects réglementaires, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Voilà, donc si on remonte à la domestication, pour les céréales, mais on remonte assez loin, on remonte à plus de 10 000 ans avant aujourd'hui. Et ce que montre cette frise historique, c'est qu'il y a vraiment eu une coévolution entre les humains et les plantes. Parce que les humains, petit à petit, ils ont transformé les plantes pour les rendre plus aptes à leur utilisation. Mais les plantes, en se laissant domestiquer, elles ont aussi conduit à la transformation des sociétés. Elles ont permis la sédentarisation, donc la production de nourriture en quantité plus importante, le développement de population, etc. Donc il faut vraiment voir les choses de cette manière-là, à une échelle de milliers d'années, mais aussi à une échelle plus courte. Il faut aussi donc, imaginer que quand vous allez récupérer une variété, eh bien, il faut aussi que vous adaptiez à cette variété et pas uniquement que vous l'adaptiez à vos pratiques. Voilà, donc ça c'est juste... les plantes, c'est pas les premières espèces domestiquées, c'est les chiens. Donc la domestication, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un ensemble de caractères qui vont favoriser, faciliter la récolte, mais aussi la transformation. Donc il y a par exemple le fait que les grains vont rester adhérents, enfin vont se tenir sur le rachis, sur l'épi, que les téguments vont partir plus facilement, vont plus être adhérents, vont plus être aussi durs, etc. Synchroniser la fructification, les fruits qui grossissent, etc. Et donc, alors ça par exemple, en haut, c'est l'ancêtre de l'engrain, ou qu'on appelle aussi le petit épeautre. Et puis en dessous, c'est un cousin de cet engrain. Donc vous voyez que là, il y a une proximité en apparence assez forte, mais avec la différence importante qui est que celui du haut s'égrène spontanément. Alors ça, c'est le pédigré, la généalogie des blés. Parce que tout à l'heure, dans le film, j'ai entendu qu'on parlait de variétés avec les blés de Khorasan, ou les blés de... Oui, c'est ça. Donc c'est des espèces. En fait, le blé, c'est un ensemble d'espèces. Donc, en haut, c'est les blés sauvages, et en bas, c'est les blés qui ont été domestiqués. Et donc, on peut voir qu'il y a plusieurs événements de domestication, en tout cas plusieurs grandes sources de domestication. Donc ici, là, c'est l'engrain. Souvent, quand on parle de l'engrain, on entend les gens qui vont dire des variétés anciennes. Donc c'est pas une variété, c'est une espèce qui est bien différente du blé tendre ou du blé dur. Et elle est ancienne en ce sens que c'est la première qui a été domestiquée et que finalement elle a été peu travaillée en sélection, et donc c'est pour ça que certains la disent ancienne, mais en fait si on la cultive aujourd'hui, elle est plus ancienne. Donc, moi personnellement, j'aime pas trop qu'on dise qu'on parle de variétés anciennes, puisqu'on les recultive aujourd'hui, avec nos pratiques d'aujourd'hui, on les réadapte. Donc c'est bien les variétés paysannes d'aujourd'hui, mais qui sont issues d'une diversité beaucoup plus large. Donc ça, cette domestication-là, elle a lieu de façon vraiment très indépendante de la domestication du blé tendre. Le blé tendre, lui, il est issu de croisements d'hybridation naturelle entre deux espèces de blé qui sont là-haut, qu'on donné ce qu'on va appeler des blés des amidoniers sauvages, par exemple, qu'on peut appeler comme ça, et qui cumulent les génomes des deux espèces ancestrales. Donc on voit déjà là qu'on a une espèce qui est assez différente de l'engrain. Et puis ensuite, ces blés qui cumulent ces deux génomes, ils ont été domestiqués, c'est ceux-là qui ont été domestiqués, et qui ont donné ensuite les blés durs, les poulards,
Et de nouveau, dans ces champs de blé domestiqués, eh bien, il y a eu des croisements naturels avec un autre blé sauvage, un Triticum toshi, vous voyez, qui lui ressemble vraiment presque pas à du blé. Et c'est ces croisements-là, donc avec cumulation d'un nouveau génome, qui ont donné les blés tendres et les épeautres, les grands épeautres qu'on cultive aussi aujourd'hui. Vous avez juste AA sur la gauche, et vous avez 6 lettres à droite, vous avez 3 fois plus de génomes à droite qu'à gauche. Tout à fait, oui, oui, c'est ça. En fait, les 3 génomes A, B et D, ils sont un petit peu ressemblants, parce que ce sont tous des blés sauvages, donc ils sont un petit peu proches. Donc quand on cumule les 3 génomes, il y a un petit peu de redondance. Hein, c'est pas vraiment des nouveaux caractères qui s'ajoutent, il y a un petit peu de redondance, mais ça permet du coup de développer des nouveaux traits, enfin de nouvelles, des caractéristiques un petit peu différentes. Et vous avez plus de chromosomes là, ou... Ah oui, 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 il y a 3 fois plus de chromosomes dans les blés tendres, 2 fois plus dans les blés durs, et puis... D'autres protéines, ça se Pas forcément. Donc voilà, ça c'est pour avoir en tête, pour parler de, quand on parle d'espèces, de variétés, savoir un petit peu de quoi on parle. Et puis voir qu'il s'est passé des choses, même avant la domestication, ces hybridations naturelles, ça s'est produit, ça se produit encore naturellement. Donc les domestications d'espèces cultivées, ça s'est fait dans des centres qu'on appelle aussi les centres de diversité, là où il y avait une grande richesse, une grande diversité d'espèces sauvages, et qui était favorable aussi aux sociétés humaines. Donc elles sont représentées là en vert ou en bleu. Et avec le nom des espèces qui ont été domestiquées. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de là, eh bien, progressivement, ça a duré des milliers d'années, les sociétés humaines qui se sont déplacées ont emporté avec elles leurs semences, les ont échangées, ce qui a permis que progressivement, ces semences-là, elles puissent s'adapter à de nouveaux environnements. Les blés tendres, ils ont été domestiqués ici dans le croissant fertile, mais maintenant on en cultive partout. Et si on avait fait un transfert du jour au lendemain des blés domestiqués dans le croissant fertile, on avait essayé de les cultiver au Danemark ou en Norvège, mais ils n'auraient pas pu pousser. Et donc c'est vraiment le temps d'adaptation progressif qui a permis de générer une diversité énorme de variétés de blé. C'est le cas aussi pour les autres espèces. Donc à chaque fois, ce sont les paysans qui ressèment leurs semences, sélectionnent des épis, les populations, les plantes en même temps s'adaptent aussi au climat, aux parasites, au sol. Et puis il y a des échanges de semences qui permettent aussi de renouveler, de réintroduire la diversité qui était un petit peu différente dans le champ du voisin. C'est toute cette gestion qu'on peut appeler une gestion dynamique qui a permis d'adapter des populations. Ça n'aurait pas pu se faire du jour au lendemain, ça a pu se faire grâce à cette gestion dynamique sur des centaines et des milliers d'années. Il y a des caractéristiques qui sont très importantes dans l'adaptation, je ne vais pas forcément revenir dessus, mais qui sont la manière dont la plante va caler son cycle de développement par rapport au climat. On a des blés qui ont besoin d'être semés à l'automne pour pouvoir subir des températures froides pendant l'hiver, la vernalisation, avant de monter pour faire les épis. Si on les sème au printemps, ils ne vont jamais faire d'épis. Et donc ça, c'est un mécanisme adaptatif. S'il n'y a pas d'hiver, forcément, on n'a pas de blé qui ont des besoins en vernalisation. Et puis, on peut voir, quand on prend les variétés historiques ou les variétés anciennes qui sont dans les banques de graines, qui viennent d'un petit peu partout, donc là c'est l'orge, qu'elles ont chacune des adaptations qui peuvent être différentes en fonction du climat, mais en fonction des pratiques. Ça se croise entre, évidemment, les températures pendant l'hiver, au printemps, en été, mais aussi les moments où les agriculteurs vont les semer. Donc en fait, ce processus, cette gestion dynamique par les paysans, elle a duré jusqu'au début du XXe siècle, avec le développement de variétés
locale, variété population, adaptée à chaque fois à un environnement particulier, donc un climat, des pressions pathogènes, des bioagresseurs, des pratiques de culture surtout, et sélectionnée aussi par les paysans sur des critères morphologiques ou des critères gustatifs ou même des critères esthétiques pour certains usages. Avec aussi, ce qui est très important, c'est les échanges de semences entre paysans, puisque c'est ça qui permet d'une part, si on perd ces semences, d'en récupérer, mais aussi de renouveler la variabilité génétique qui va rester au sein de la population, parce que sinon, à force de recultiver toujours dans un même milieu en circuit fermé, en vase clos, mais on va perdre la diversité, et s'il y a un changement ultérieur, on ne va plus avoir assez de diversité pour s'adapter. Du coup, ça va être vraiment important de pouvoir se connecter à d'autres et puis échanger les semences. On peut représenter cette gestion paysanne sous forme de plein de populations qui sont connectées entre elles. Donc en écologie ou en évolution, on appelle ça une métapopulation. Dans chaque population va évoluer année après année de façon un petit peu autonome. Les individus vont se croiser entre eux, va s'adapter à un milieu, mais une population peut disparaître et on peut en réintroduire une autre. On peut faire des échanges de semences entre populations pour les mélanger et renouveler la diversité génétique. Et donc ça, en génétique des populations, on a montré que c'est la manière dont les espèces sauvages, les populations naturelles, perdurent dans le temps et peuvent s'adapter en continu à toutes les situations. Si on isole une population isolée, elle est condamnée à disparaître, à plus ou moins court terme. Voilà. Et ensuite, le début de la sélection, c'est au départ des agriculteurs qui sont très passionnés par la sélection de leurs plantes et qui vont développer une variété qui va intéresser les voisins, qui va attirer l'œil des voisins, et petit à petit, on va leur demander plus des semences que leurs produits, et ils vont devenir semenciers, ils vont se spécialiser dans le développement de variétés. Donc au départ, à partir des pratiques paysannes basiques, c'est essentiellement de choisir des plantes ou choisir des épis au sein de la population. Et puis, au début du XXe siècle, il y a aussi la redécouverte des lois de Mendel, donc la compréhension de la transmission des caractères héréditaires, et ce qui va être utilisé par les sélectionneurs pour faire des croisements et puis faire des sélections qui vont reposer non plus juste sur le choix des plantes, mais aussi des croisements dirigés et des structures génétiques différentes. Et donc en même temps qu'il y a cette spécialisation pour faire de la sélection, il y a aussi ce qui va évoluer aussi beaucoup la première moitié du XXe siècle, ce sont les itinéraires techniques, les pratiques culturales, avec la maîtrise des engrais, de la synthèse des engrais azotés. Et donc un enjeu d'arriver à développer des plantes, des céréales qui vont pouvoir valoriser des apports azotés plus importants. Et ça, comme vous voyez sur cette figure, c'est pas que les hommes de l'époque étaient plus petits, c'est que les blés étaient très hauts. Et donc ces blés hauts, quand on met beaucoup d'azote minéral, ils se cassent la figure, ils tiennent pas debout. Donc on va vraiment à des critères importants. Toute la première moitié du XXe siècle, ça va être de raccourcir les pailles des blés, des orges, du riz, ça se fait partout dans le monde, ça va être le même processus. Et vous voyez aussi que les pratiques de récolte sont différentes, donc on a vraiment, on va chercher à adapter les plantes à la modernisation de l'agriculture. Et donc ça, au début, ça se fait progressivement, et puis il y a des étapes qui sont beaucoup plus fortes avec la découverte de gènes qui réduisent beaucoup plus fortement la hauteur des pailles. Donc on va avoir, avec un seul gène, une différence sur un seul gène, on va avoir des blés qui vont pouvoir être
avoir des pailles plus courtes de 30 cm, donc ça va pouvoir permettre d'accélérer beaucoup le processus de raccourcissement des pailles. Donc ces gènes de nanisme, ils ont été découverts dans des variétés japonaises à la fin de la Seconde Guerre mondiale par les Américains, rapportés aux États-Unis, les variétés, et puis introduits dans le matériel génétique américain, et ensuite retravaillés au CIMMYT, donc le centre de recherche international qui a été développé initialement par la Fondation Rockefeller, et qui ensuite est devenu un centre international. Et donc là, ils ont utilisé ces blés nains qu'ils ont croisés avec leurs variétés résistantes à la rouille et à cycle court, c'est-à-dire insensibles à la photopériode, qui pouvaient pousser plus rapidement, pour faire des variétés qu'on a appelées les variétés modernes, qui ont été vraiment la base de la Révolution verte. Et très rapidement, à partir d'un tout petit pool génétique, on a eu des variétés qui ont été cultivées partout, beaucoup en Asie, dans toutes les zones où on pouvait en même temps apporter les engrais, enfin tout le contexte technique qui allait avec ces variétés-là. Voilà, donc là on a fait une accélération, on est à la fin du XXe siècle. Donc on a les 3 piliers de la modernisation agricole, l'amélioration génétique, les variétés courtes, les variétés naines, qui poussent avec des pratiques agricoles intensives. Et puis aussi ces variétés, eh bien, il va falloir, au sortir de la guerre, il y a une volonté du gouvernement de produire plus, et donc de piloter le progrès génétique, et de dire aux paysans ce qu'ils doivent cultiver pour qu'ils adoptent plus vite les variétés modernes qui sont plus productives. Et donc pour ça, on va mettre en place toute une réglementation qui va faire qu'on ne va pas pouvoir commercialiser n'importe quelle variété, mais uniquement celles qui vont passer un certain nombre de critères. Donc une partie des critères, c'est des critères sur l'homogénéité de la variété. Donc on va aller vers des variétés qui vont être complètement homogènes génétiquement. C'est-à-dire tous les individus d'une même variété sont tous exactement identiques entre eux. Donc ça permet, c'est vraiment avec l'idée que dans une population, il y a forcément un individu qui va être supérieur aux autres, et que du coup, si on veut optimiser, il faudrait avoir une population faite que de cet individu-là. Donc ça, c'est vraiment l'idée de la lignée pure ou de l'hybride fin, de la variété homogène, c'est qu'on va chercher à fixer le meilleur. Mais donc le meilleur dans quelles conditions? Aussi, dans des conditions qui sont aussi très favorables, optimales et très homogènes. Parce que ça, on y reviendra plus tard, dans des conditions plus stressantes, plus hétérogènes, mais il ne va pas y avoir un meilleur, mais ça va être plus intéressant d'être diversifié. Donc là, on a le catalogue qui se met en place, la réglementation, qui va imposer que les variétés soient homogènes génétiquement, et puis que pour être inscrites, elles passent des examens en termes de valeur agronomique et technologique. Elles doivent être supérieures aux témoins, mais mesurer comment? Mesurer dans des stations expérimentales avec les conditions optimales, intensives, des engrais, des pesticides, etc. Donc on sélectionne les variétés qui peuvent être inscrites, qui peuvent passer les épreuves, donc qui peuvent être inscrites, donc on les sélectionne pour qu'elles soient adaptées à ces systèmes-là. Et ce qui fait, tout se tient, que les sélectionneurs, ils vont sélectionner dans cette direction-là pendant des années, et ça va faire une sorte de goulot d'étranglement sur toute la diversité qu'on avait avant. On voit que la diversité des variétés qu'on pouvait avoir avec des pailles très hautes, un peu moins hautes, des variétés des précocités différentes, etc. Tout ça, ça va passer à travers presque le chat de l'aiguille de l'inscription au catalogue. Donc après, ça a répondu à la demande qui était d'augmenter la production agricole.